Bien, bonjour à tous. Donc, nous allons commencer notre journée jQuery, notre deuxième journée sur trois. Qu'est-ce que tu disais? Oui, donc j'ai bien dit bonjour, tu vois, histoire d'être poli sur l'enregistrement, même si effectivement je vous avais déjà dit bonjour. Bien, alors, donc avant qu'on puisse attaquer notre chapitre important que je vous expliquais, qui est la validation de formulaire jQuery, c'est un chapitre qu'il faut bien comprendre, bien suivre, parce que ça vous servira toute votre vie. D'accord? C'est utile de pouvoir valider les données avant qu'elles soient envoyées sur votre serveur. Et vous apprendrez après, dans la deuxième partie de la formation, quand vous ferez du PHP, comment valider côté serveur les données de votre formulaire. C'est intéressant parce que quand je vous reverrai dans quelques mois, vous aurez pris du galon, j'allais dire de la stature. J'aurai en face de moi des développeurs. Ah oui, je suis sûr. Je suis quelqu'un de très confiant, tu vois. Je vois toujours le bien dans les autres. Tu vois, quand je te vois, Momo, je vois la réussite. Ou pas. Alors, bien. Donc, avant d'attaquer ce chapitre, je voudrais quand même vous faire découvrir encore quelques petites fonctions de jQuery qui seront utiles. J'ai appelé ce chapitre les sélecteurs d'enfants. Et avant que la SAD me dise à quoi ça sert, euh, on mettra en place après des exercices qui vous permettront de voir quelle est l'utilité de ces fonctions, mais il faut quand même d'abord les connaître, n'est-ce pas? Donc, on va d'abord partir sur notre éditeur et en fait, on va se baser sur le fichier HTML qu'on avait mis en place hier avec les éléments ID, la classe, le menu est servi avec le caviar, etc. D'accord? Donc, on va reprendre tout ce code-là pour se faire notre chapitre 06, les sélecteurs d'enfants. .html. Alors, je crois que je ne sais pas si tu l'as, Mélodie, mais quelqu'un va te le mettre sur Share My Code. Non, le code HTML de ça. Ok, les sélecteurs d'enfants jQuery, et donc on se fait un 06.js. Du coup, on se crée notre 06.js et on se fait un petit titre, une en-tête, et on l'appelle le troisième. Les sélecteurs d'enfants jQuery. C'est une blague horrible. Allez, comme d'habitude, on met toujours l'ensemble de notre code à l'intérieur de notre fonction jQuery. Et je rappelle pour Mélodie, afin de s'assurer que notre code ne soit pas exécuté avant que la librairie jQuery ne soit chargée par le navigateur. Allez, comme on va s'amuser à faire des console.log, on va se faire notre petite fonction log, les flemmards JS. Mais Mélodie était là hein, quand on a fait les flemmards. Ah, oh, on le verra.
En fait, vu que jQuery c'est une librairie JavaScript comme toutes les autres, et que les scripts jQuery et autres sont chargés après la page, puisqu'ils sont situés en fin de document, lorsque toi tu vas faire ton code qui a besoin du coup de jQuery pour fonctionner, il faut t'assurer que ton code ne soit pas exécuté trop tôt. Puisque s'il est exécuté trop tôt et que jQuery n'est pas chargé, bah, ça ne fonctionnera pas. Tu auras des erreurs comme quoi jQuery n'est pas trouvé. Du coup, genre reference error. Du coup, pour éviter ce genre de souci, on place notre code, la totalité de notre code jQuery à l'intérieur de cette fonction, qui est là en haut, que tu verras dans le chapitre 1 où c'est expliqué. Alors, maintenant, on va découvrir un petit peu quelques fonctions jQuery. Il y en a énormément. Je ne sais pas si on a jeté déjà un coup d'œil ensemble à la doc. Non? Regardez. De toutes les façons, il suffit que vous cherchiez sur Internet ajouter une classe jQuery ou des choses comme ça, vous tombez tout de suite sur la documentation de référence de jQuery. Sans compter les liens, rappelez-vous, que je vous avais donnés. Ça se passe dans API documentation. Et donc, c'est apijQuery.com. Et lorsque vous allez dessus, vous allez voir que dans la colonne de gauche, vous avez une liste monumentale des fonctions que vous pouvez avoir dans jQuery. Alors, si je prends par exemple, je ne sais pas, form, j'ai ici, bon, mais ça c'est des sélecteurs. On va prendre, tiens, pourquoi pas les effets. Alors, regardez, là ici, j'ai toutes les fonctions qui me permettent d'appliquer des effets dans jQuery. Vous retrouvez le fameux point chaud qu'on a utilisé hier et vous devez avoir un peu plus haut, voilà, le point hide. Mais vous avez aussi d'autres fonctions comme fade in ou encore fade out. Bref, toutes les fonctions sont là. D'accord? Donc vous avez plein de fonctions qui sont triées ici en fonction de ce que vous souhaitez faire. Il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil dedans et de les apprendre hein, comme Bootstrap. Il y a pas de secret, mais on aura l'occasion d'aller se balader dedans. Alors, maintenant, regardez avec moi. Par rapport à la structure HTML qu'on a mis en place, je souhaite sélectionner toutes les divs de ma page. Je fais juste mon console.log avec mon sélecteur à l'intérieur. Bon. Si je souhaite sélectionner toutes les divs de ma page, je vais mettre quoi dans mon sélecteur? Div, sans les chevrons. Très bien. Si je mets les chevrons, c'est comme si je veux créer un élément. Div, très bien. Si je souhaite sélectionner le menu de ma page qui a un ID, je vais faire OK, très bien. Dièse menu. Bon, jusque-là, d'accord, rien d'extraordinaire. Div, c'est une balise normale, d'accord. Et vu qu'en jQuery, les sélecteurs sont les mêmes qu'en CSS, donc le dièse pour un ID, l'ID menu dans mon code HTML. Très bien. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Maintenant, rentrons un petit peu plus dans les détails. En partant du menu, on aurait pu le faire en CSS, mais là, je veux que ce soit via les fonctions jQuery. En partant du menu, je souhaite tous les éléments descendant direct, c'est-à-dire les enfants, qui sont dans mon menu. Donc, dans dièse menu.
Donc, je pars d'ici. Alors, comment est-ce que vous auriez fait ça? Je souhaite récupérer tous les enfants de mon menu. Pas en CSS, avec des fonctions jQuery. Presque, effectivement, point children. C'est ça. Allez, allons regarder ce que ça donne. En utilisant ça, on va aller faire un tour dans localhost. Ah, ça tourne pas? Ah oui, je l'ai redémarré, zut. Ok, alors, donc là, je vois que dans les children, j'ai bien mon H3 et mon UL. Donc, ça m'a bien ciblé les enfants de mon menu. D'accord? Et là, en haut, on avait sélectionné les divs. Donc, ça fonctionne. Donc, quand je souhaite cibler les enfants d'un élément, je peux utiliser la fonction jQuery.children. On ne peut pas toujours le faire en CSS. On ne peut pas toujours le faire en CSS. Ok, on va plus loin. Parmi ses descendants, je souhaite uniquement l'élément UL. Comment je fais? Exactement. Si je souhaite un élément en particulier, je le place juste dans les parenthèses. Par exemple, ici, en mettant UL, juste en mettant UL entre les guillemets, il sait qu'il va chercher parmi les enfants du menu l'élément UL. Et regardez, dans mon menu ici, j'ai bien uniquement le UL. Rappelez-vous que jQuery va toujours vous retourner un tableau. Le sélecteur, c'est toujours un tableau. D'accord, Mélodie? Oui, Hugo. Oui, grand maître. Non, maître, c'est pas nécessaire. Alors, bien. Uniquement les menus UL, donc children UL. Bon, mais c'est pas fini. On continue. Bien sûr, je t'écoute. Alors, le dollar, en fait, c'est l'équivalent de jQuery, tu vois. Mais pour pas t'amuser à écrire jQuery à chaque fois, d'accord, il y a un alias qui est le dollar. Chaque fois que tu mets un dollar, c'est que tu appelles jQuery, tout simplement. Parce que tu utilises jQuery et que jQuery étant une librairie a sa propre syntaxe par rapport à JavaScript. Tu as d'autres librairies qui utilisent d'autres alias que j'aurai peut-être, si vous vous sentez assez costaud, l'occasion de vous montrer. D'accord? Donc, quand tu vois dollar, tu penses jQuery. Alors, je continue. En partant du UL, je souhaite récupérer tous les éléments LI. Alors, il y a plusieurs possibilités. Dites-moi. Non, non. Alors, on reprend ça, Lassad? Donc, je retire le UL pour mettre LI. Je rajoute un point children. Je tape point .li.
entre crochets. Non, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de LI enfant direct. Non plus. Bah, on peut refaire le point children, non? Bah, pour que c'est pas la peine de mettre LI. Dans un UL, il n'y a que des LI. Bah ouais. Bah, faut le savoir. Bah oui, faut le savoir, puisque je l'ai dit juste au-dessus. Bon, mais ça, c'est une possibilité. Qu'est-ce que tu disais? Oui, à ce moment-là, tu mets LI. Mais dans le UL, tu n'auras pas d'autres éléments. Enfin, c'est pas possible. Dans un UL, tu as toujours des LI. Non, pas dans le UL, au-dessus du UL. Oui, dans le LI. Mais là, je disais en partant du UL. Alors, autre possibilité, c'est en utilisant une méthode qui est très pratique, qui est la méthode find. Et je peux lui demander de me trouver parmi tous les descendants, et pas uniquement les descendants directs, les éléments LI. Mais attendez, regardez avec moi, 30 secondes. Il va effectivement me trouver donc tous les descendants LI, mais regardez, en fait, vous pouvez même faire plus simple, vous pouvez retirer le children. Pourquoi? Parce qu'il va chercher parmi toute la descendance, toute la généalogie, toute l'arborescence. Voilà. J'aime bien toute la généalogie. J'ai vu un reportage. C'est ça, c'est-à-dire que en partant du menu ici, je lui demande de me chercher tous les LI. Ce qui veut dire que si j'avais un sous-menu avec plusieurs LI, il m'aurait tout récupéré. Là où le children UL avec le find LI ne l'aurait pas fait. Ou il l'aurait fait, mais du coup, il aurait fallu plutôt faire le UL children. Et encore. Oui, c'est ça, oui. Le children UL ne l'aurait pas fait, c'est bien ça. Puisqu'il prendrait uniquement les descendants directs. Du coup, il aurait fallu privilégier plutôt cette méthode-là. Ok? Donc, en fonction si vous souhaitez avoir la descendance directe ou bien toute la descendance, c'est à vous de choisir. En tout cas, le find va rechercher, en partant du menu, toute la descendance des LI. Rosine, la parole est à toi. Eh bien, tu peux le cibler aussi, soit directement en CSS avec ta NTH. Bah, je vais vous montrer. Ok. Est-ce que c'est bon pour le find? Yes. Alors, venons justement à ce que Ossine demandait. Je souhaite récupérer uniquement le deuxième élément LI. How do I do? On pourrait techniquement, toi tu me proposes de faire quelque chose du style LI et je fais un crochet 1. On regarde ce que ça donne? Allez, c'est parti. Suspense. Olé! Ça fonctionne. Mais est-ce que c'est propre? Bon, moi je trouve pas ça très élégant comme code. Peut-être que jQuery a pensé à tout et qu'il y a une fonction qui permet de le faire. Regardez. Je peux faire ici un point get 1 et je vais aussi faire un point EQ1. Regardez avec moi. J'ai fait un point get1 et un point EQ1.
Allons réactualiser à nouveau et allons voir ce que ça donne. Intéressant, n'est-ce pas? Je vais repasser mon affichage en blanc pour vous aider. Oups, il s'est fermé tout seul. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le LI qui est là, c'est le crochet 1, vous êtes d'accord? Le get 1, c'était le deuxième, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous remarquez entre le crochet 1 et le get 1? C'est la même chose. D'accord? Donc, en fait, si vous souhaitez récupérer, c'est très important, il faut comprendre la différence entre get et EQ. Si vous souhaitez récupérer un élément HTML, vous utilisez la méthode get, qui est l'équivalent, en fait, du crochet. Mais, si vous souhaitez récupérer l'élément en conservant ses propriétés jQuery, c'est-à-dire pouvoir appeler derrière d'autres méthodes jQuery, vous allez utiliser EQ parce que regardez, ici, on est toujours avec dans le format jQuery. C'est-à-dire que quand j'utilise EQ, je peux encore derrière continuer mon chaînage de méthodes parce que je conserve les propriétés jQuery. Si je fais get, à ce moment-là, c'est pas pareil. Là, je récupère un élément HTML et je pourrais appeler des fonctions JavaScript et non plus jQuery. Je vais vous le noter. Ici, je ne pourrais appeler que des méthodes JavaScript. J'aurai un cas concret à vous montrer un petit peu plus tard. Ici, je conserve mes fonctions jQuery. Je peux donc continuer mon chaînage. Je vais rajouter point virgule, donc plus de chaînage possible. Pour compléter mon propos de ce que je vous expliquais, si sur la méthode get, j'essaye de continuer le chaînage de méthode en rajoutant un hide, derrière, il va me sortir jQuery default section. Il me dit .find get hide is not a function. D'accord? Tout simplement. Parce qu'il ne peut pas... C'est si tu veux récupérer l'élément HTML et appeler derrière des fonctions natives à JavaScript. Voilà. Bah, généralement, tu n'utilises que le EQ. Tout à fait. Sauf si, dans certains cas, effectivement. Mais je vous montrerai certains cas, mais pas encore, pas pour l'instant. Avec le EQ, tu vas appeler des fonctions jQuery. Si tu veux, non. Oui. Ok, je vais mettre méthode recommandée pour EQ. Comme ça, vous savez, je vais mettre méthode recommandée. Méthode recommandée. Ok. Allez, on continue, c'est pas fini. Je vais venir voir Momo. Non, c'est bien. Je souhaite connaître le voisin immédiat de mon menu. Le voisin du bas. C'est celui qui est immédiat. C'est pas un enfant. C'est le voisin. C'est ça, c'est le suivant. D'ailleurs, quel est le sélecteur CSS qui permet de cibler le voisin? Quel est le sélecteur CSS qui permet de sélectionner une balise voisine? Non. Non.
Non, non, non. Oui, le plus. Oui, je sais que tu l'as dit. J'attendais de voir si c'est bien la SAD. C'est le plus. Il y en a encore, hein? Ok, regardez. Effectivement, Malika l'a dit, c'est point next. D'accord? Et si vous souhaitez connaître le voisin du voisin, exactement, c'est Alexis qui l'a dit, point next, tout simplement. Mais si je souhaite connaître le voisin d'avant, le voisin avant mon menu, alors si on dit next, on dit non, c'est pas before, c'est voilà, c'est previous mais en abrégé, du coup prev. Bon, et puis le tout dernier, et on a fini, si je souhaite connaître le parent du menu. Ouais, le parent, l'élément dans lequel il est contenu. Non, non, l'élément parent. Parent, exactement. Tout simplement. D'accord? Si? Sont peut-être certains un peu plus complexes, mais la plupart oui. Et, mais tu ne peux pas forcément le faire systématiquement en CSS et tu comprendras vite pourquoi. Donc ces différentes fonctions, ce ne sont pas les seules, on en a juste vu quelques-unes, vous permettent de naviguer et de vous déplacer dans le DOM, n'est-ce pas? Aller chez le voisin, récupérer ses enfants, par exemple. Allez, je vous laisse prendre ça et on va attaquer donc notre gros chapitre sur la vérification des formulaires. Ok, on continue. Alors, on va attaquer un gros chapitre, d'accord, qui est la validation de formulaires. Du coup, on va se faire un 0,7, d'accord? On va partir du fichier 0,1 par exemple. Enfin, on part d'un fichier vierge, quoi. Et on se fait un 0,7-validation de formulaire.html. D'accord? On ne mettra pas de truc dans le body pour l'instant. Alors, je ne vais pas faire de fichier script. Moi, je vais directement écrire dans script pour le moment. Et je vous mets une petite consigne. Alors, je vais faire pareil. Alors, vous allez me créer un formulaire HTML Bootstrap avec les champs suivants. Les champs suivants. Alors, nom, prénom, email et tel.
Allez, c'est parti. On va passer à la correction de notre atelier. Alors, évidemment, bien entendu, il fallait commencer par intégrer la feuille de style de Bootstrap. D'accord? Vous pouvez le faire facilement, un petit tour sur bootstrap.com. Hop, et vous pouvez juste récupérer la feuille de style qui était suffisante. Pour commencer à travailler. Ouais, CDN, bien sûr. Allez. Hop. Tiens, on va tout de suite se mettre sur le bon chapitre. Bien, alors, moi j'ai mis en place une balise main avec une classe container. Et puis je me suis fait un header row avec à l'intérieur une colonne. Et dans cette colonne, j'ai juste fait une balise H1 avec un text center, juste pour centrer le texte. Et puis à l'intérieur, j'ai juste mis un contactez-nous, en supposant que c'était un formulaire de contact, par exemple. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire un pareil. Bon. Ensuite, du coup, j'ai fait une section row. Je vous donnerai ma structure sur ShareMyCode, comme ça, si vous voulez la voir, vous l'aurez également. J'ai fait une section row avec une colonne donc à l'intérieur. Et s'agissant des différents blocs sous Bootstrap, vous avez ce qu'on appelle des form groups. C'est comme ça que vous avez procédé aussi, je pense. Voilà, vous avez des form groups et à l'intérieur, vous avez à la fois des labels, mais aussi, du coup, votre input. D'accord? Alors, on va déjà mettre ça en place. Donc, section row. Et donc, à l'intérieur, je vais mettre en place déjà mon champ nom. Alors, j'ai mon form group avec mon label et mon input. Alors, label for nom, c'est le nom. Input type texte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Tiens, on va mettre que c'est un required. On va rajouter aussi une classe. La classe de Bootstrap, c'est form control, d'accord? C'est cette classe qui permet de donner un style à votre champ. On pouvait penser aussi au placeholder, donc saisissez votre nom. Et puis éventuellement l'ID, le nom, qui permettra de faire le lien. Avec donc le label. Ok, donc ça c'est le nom, voilà, c'est tout, pas plus compliqué que ça.
On peut jeter un petit coup d'œil. Et du coup, ben après, c'est la même chose pour les autres champs. Donc après, on a le prénom. Pardon? Non, le required, c'est une propriété. Ouais. Ou tu peux écrire la version complète required égale required. Bah, ça sert à rien, hein, ça te fait faire un doublon. Super. Donc là, on a notre premier champ. Voilà, saisissez votre nom. Très très bien. Je le trouve un peu collé en haut. C'est peut-être sur le row, on peut faire un margin top, genre de même de 4. On va voir ce que ça va donner. Alors, le nom, le prénom. Saisissez votre prénom, très bien. Hop. Après le prénom, on avait dit l'email. Alors, email. Par contre, du coup, on peut faire un type email. D'accord. C'est quoi l'avantage d'utiliser le type email? Il va vérifier et puis aussi sur certains mobiles, ça affichera un clavier avec le arrobase et compagnie. Très bien, donc ça c'était email. Et puis on avait autre chose, je crois. Ouais, le téléphone. Voilà, c'est ça. Téléphone. Et voilà. Du coup, il nous manque plus qu'à faire le bouton submit. Le responsive, c'est tout seul, hein, ça se fait. Ah. Je vais checker la documentation. Peut-être que sous Bootstrap 4, ils ont fait... Peut-être quand tu as plusieurs formulaires, tu peux regrouper tes groupes dans des rangées. Faut dire que la connexion est tellement... Je viendrai voir tout à l'heure, j'ai déjà oublié de quoi tu me parles. Je viendrai voir tout à l'heure, c'est parce que je suis pas sur ça pour l'instant. Ah d'accord, c'est quand tu veux mettre, je pense, des, euh, des colonnes dans tes inputs. Quand tu veux mettre une autre structure, ouais, ouais, ouais. Ce qui du coup est est différent des formes groupes qui... Ouais, c'est ça. Le forme rose, c'est si tu veux mettre en place des mises en page plus complexes avec les éléments positionnés côte à côte. Tu vois, ils le disent, les formulaires plus complexes peuvent utiliser un système de colonnes, etc. Donc les deux s'utilisent. Mais nous, le form group suffit pour l'instant. Du coup, voici notre petit formulaire. Ah bah tiens, tu vois, la marge de 4, elle est bien. Et bon, mais l'idée, c'est encore de pouvoir valider son formulaire, n'est-ce pas? Par contre, il n'y a personne qui m'a dit, mais Hugo, tu as oublié de mettre la balise forme, non? Ouais? Ah ouais, tiens, je m'en étais pas rendu compte. Ça alors. Allez, on va faire un ID contact. Et puis on va mettre une classe form-
horizontale. Et tant qu'à faire, on va mettre notre balise forme ici. OK. Bon, ça c'était du bootstrap, je vous apprends rien. C'était pas tellement ça l'objectif de l'exercice. Bon, alors, là vous remarquez que si l'utilisateur essaye de saisir des renseignements et qu'il essaye d'envoyer sa demande sans avoir saisi des renseignements, ça va afficher une petite alerte pour lui dire « Attention, veuillez renseigner ce champ ». D'accord? Si je renvoie à nouveau, il va me dire pareil ici. Si, d'ailleurs, je me suis trompé en haut en plus. Et ensuite, il me dit pareil. Et si je mets n'importe quoi dans le mail, il va me dire que voilà, il manque un arrobase. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, en HTML5, j'ai déjà une validation qui se fait par le navigateur. Bon, sauf que ici, en l'occurrence, on ne souhaite pas faire de validation HTML. On souhaite que ce soit fait avec JavaScript, avec jQuery. Du coup, vous avez une petite propriété qui est la propriété noValidate. Eh oui. Vous avez une petite propriété qui s'appelle noValidate, qui est celle-ci, et qui du coup va bloquer la validation, la vérification HTML5. Regardez, si je fais envoyer ma demande, je n'ai plus aucun blocage qui se fait. D'accord, ma page est bien rechargée. Il n'y a plus de vérification. Bon, allez-y, rajoutez-le. Bien, alors, on a notre formulaire et on a nos différents champs, chaque champ ayant un ID. ID nom, ID prénom, ID email, ID téléphone, sachant que notre formulaire lui-même a un ID contact. Bon, allons-y sur notre partie script. La première chose qu'on va vouloir faire, ce sera quoi? Là, ce qu'on veut, c'est pouvoir valider notre formulaire HTML5. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? Merci Momo. Ça va être d'écouter quoi? Écouter quoi du formulaire? Écouter la soumission du formulaire. Très bien. Donc, ici, du coup, je vais faire quoi? Dollar, parenthèse, JS contact. Et là, soit vous faites le point on submit, ou vous faites le raccourci point submit. Bon. Et là, vous déclarez votre fonction anonyme et vous lui passez l'événement submit qui vous servira à, voilà, stopper la propagation de l'événement. Non, il ne faut pas absolument, c'est pour éviter qu'en plus de ta validation à toi, tu aies aussi la validation du navigateur, ce qui est désagréable. Je t'écoute. La balise forme. Est-ce que vous avez des questions? C'est important que vous compreniez bien ces étapes-là parce que dans votre évaluation, c'est ce que vous aurez à faire. Je crois que je l'ai tellement répété que c'est pas obligatoire parce qu'il y a peu de chances que l'utilisateur soumette son formulaire avant que la page ait fini de charger.
Mais pour d'autres, oui. Et c'est bien remarqué. Hachimia, est-ce que ça déjà c'est bon pour toi? Mélodie, qu'est-ce que tu n'as pas encore compris là? Ah oui, tu n'étais pas là quand on a fait le E. Non, ouais, on n'avait pas vu. En fait, ici, pardon, lorsque tu appelles la fonction submit, c'est une fonction jQuery. C'est l'équivalent du add event listener. D'accord? Le but, c'est d'écouter l'événement submit sur l'élément qui porte l'ID contact, c'est-à-dire sur le formulaire. En gros, quand le formulaire est soumis, la fonction submit de jQuery va détecter cet événement et va déclencher la fonction qu'on a déclarée à l'intérieur. C'est une fonction anonyme puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de nom. Mais le problème, c'est que par défaut, la soumission d'un formulaire entraîne sa redirection sur une nouvelle page. D'accord? Le problème que vous aviez. Bon. Du coup, il faut pouvoir arrêter la redirection que l'événement de soumission produit. C'est pour ça que du coup, en mettant ici ce paramètre, je vais lui demander d'éviter cette redirection en utilisant la fonction prevent default sur l'événement. Mais cet événement qui est là, c'est JavaScript jQuery qui te le passe lorsque tu le déclares. Si je ne mets rien, je n'aurai rien. Mais c'est toi qui choisis le nom que tu veux. D'accord? Donc, généralement, c'est événement ou event ou carrément E si tu veux abréger. Tout à fait. Tu peux mettre ce que tu veux du moment où tu utilises bien la même variable pour le prevent default. Bien. Dis-moi. Le require? Quel require? Mais tu n'auras pas de message si tu as mis le no validate, Coco. Et c'est pas require, c'est required. Et ton bouton, tu as bien mis le type submit? Ok, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Alors, je continue. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les différents champs dans des constantes. On va faire une constante nom, par exemple, qui sera égale à $jazz non. On aura ensuite une constante prénom, une constante email, et on aura une constante tel. Ici, donc, je récupère les éléments à vérifier. Donc, si vous aviez 800 champs, vous auriez fait 800 constantes. Ah bah si. Malheureusement, là non. On pourrait éventuellement effectivement faire une boucle. Mais par boucle, tu ne pourrais faire... Bon, ce serait un petit peu plus complexe. Et bon, vu comment vous souffrez, je ne pense pas... C'est vrai? Ouais, mais bon, j'ai ralenti hein, un petit peu le rythme.
Ok, alors, on récupère les éléments à vérifier. Pourquoi? C'est pas obligatoire. L'idée, c'est en fait simplement d'éviter à chaque fois de devoir faire dollar, machin truc, dièse, nanana, à chaque fois que vous en aurez besoin. D'accord? Parce que c'est relou. On le fait une seule fois et puis l'avantage, c'est que si après je change mon sélecteur, je le change une fois. J'ai pas à aller modifier tout mon code partout où je l'ai appelé. D'accord? Donc on factorise notre code. Bien. On pourrait le faire aussi en chaîne de méthode. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire en GH? À chaque fois, on prend le voisin de. Tu aimes ça, hein, aller chercher, prendre les voisins. Ça, t'as aimé cette partie du cours, hein? Bien, maintenant je vais vous montrer quelque chose. Regardez, je retourne sur mon formulaire et au niveau du nom, je vais faire inspecter et sur mon élément input, au niveau de la classe, je vais rajouter une classe is-invalide. Je fais valider et qu'est-ce que vous observez? Vous avez vu quand je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Elle est rouge. Vous voyez ou pas? Non, je sais pas, il n'y a personne qui répond. Faites comme si vous participez avec moi au cours, quoi. Vous êtes tellement abasourdi. Attends. Je voulais vous montrer la classe isInvalide, ce qu'elle fait. Mais si... Voilà. Regardez, la classe isInvalide, lorsqu'il y a un form control, vous le voyez ici? Point form control, point isInvalide. Donc, dès qu'il y a un form control et une classe isInvalide, on a un border color qui est rouge. Quand vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'une classe fait ou pas, vous faites inspecter et vous regardez dans votre onglet éléments pour voir un petit peu ce qui se passe dans le CSS. D'accord? C'est ta classe, form control? Oui. Là, tu sais, on a mis une classe form control. Donc, quand tu mets une classe form control sur un élément plus une classe isInvalide, ça applique une bordure rouge. Oui. Oui, oui. Le isInvalide fonctionne sans les required. Le required, c'était juste pour vous montrer comment bloquer la validation HTML5. Bien. Donc l'idée, c'est ma grand-mère qui faisait ça. Quand elle passait, elle disait ouh. Du coup, maintenant, je le fais pour interpeller gentiment les apprenants. Et c'est l'âge, ouais. C'est que j'ai l'âge qui monte. Du coup, l'idée, c'est bien entendu de venir faire quoi? À quel moment est-ce que je vais mettre la bordure en rouge, la SAD? Quand l'utilisateur va saisir quelque chose qui est incorrect ou quand il va y avoir un problème de validation. Je vais faire quoi? Je vais dynamiquement venir ajouter une classe à cet élément. Quand je dis dynamiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais passer par JavaScript, donc jQuery, pour venir ajouter une classe, la SAD, à cet élément. C'est concret, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est ce que je vous propose de découvrir après manger. Allez, bon appétit.
Donc, on s'est arrêté avant la pause sur la mise en place de la validation des formulaires. Il y a Momo qui baille déjà, Lassad qui se réveille. Moi aussi, je suis en train de me réveiller. Et donc, je vous expliquais que la classe is-invalide permet d'ajouter ce petit liseré rouge autour et donc du coup donner une indication visuelle à l'utilisateur comme quoi le champ n'est pas valide. De la même façon d'ailleurs qu'on utilise le is-invalide, vous avez aussi le is-valide. On peut regarder ce que ça donne. On en a un qui est rouge et donc l'autre qui est vert. D'accord? Du coup, on peut imaginer combiner le travail des deux. Si l'utilisateur a corrigé son erreur, on peut afficher un is-valide. D'accord? Donc, l'idée, c'est que ce soit fait dynamiquement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je t'écoute. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, d'abord, je vous propose de voir la validation du champ nom. Alors, regardez d'abord avec moi et ensuite, je vous laisse prendre. L'idée ici, pour l'instant, c'est de faire une validation simple. C'est-à-dire vérifier que l'utilisateur a bien renseigné son prénom, c'est-à-dire que le champ n'est pas vide. D'accord? Je ne vais pas encore rentrer dans la validation du format, du nombre, etc. Juste déjà, si ce n'est pas vide, c'est déjà bien. Voilà. Alors, on va faire si... Comment je peux accéder à la valeur du champ nom en jQuery? Donc, si nom.val, on pourrait faire est strictement égal à vide, les guillemets vides. C'est que l'utilisateur n'a rien saisi, n'est-ce pas? On peut tester, hein, alerte. Attention, champ oublié. Par exemple, on peut regarder ce que ça donne. Si jamais je soumis ma demande, ça me dit attention, champ oublié. Bon, mais je n'aime pas trop cette méthode de guillemets vides. Elle fonctionne très bien. Vous pouvez le faire, c'est pas un souci. Mais voilà, pas très esthétique, c'est pas très... Ouais. Moi, je préfère plus quelque chose qui semble plus professionnel. Ici, on va faire nom.val.length est strictement égal à 0. Si la longueur du nombre de caractères saisis par l'utilisateur dans le champ nom est égale à 0, c'est qu'il n'a rien saisi. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous assurer que la longueur n'est pas supérieure à 50 caractères, par exemple. Et à ce moment-là, lui dire attention, votre prénom est trop long, ou au minimum, si c'est 2 caractères, attention, votre nom est trop court. Bon, c'est ça. Donc, il faudrait peut-être mettre juste un caractère. Tu vois, il faudrait qu'il y ait au moins 2 caractères pour que le prénom soit valide. Sauf s'il y a des prénoms avec un caractère, je sais pas. Ouais. Oui, oui, non, c'est de la façon que tu l'as dit. Et il n'y avait que des Chinois, quoi. Et il y avait des pi, des chi. Waouh. Genre, ça donnait quoi comme prénom? C'est imprononçable. Ouais, ouais. Ça va. Bon, donc, vaut mieux pas mettre de minimum. Mais 50 caractères, ça me semble raisonnable pour un prénom, quand même. Le prénom de ton frère fait plus de 50 caractères? T'as dit que le prénom de ton frère fait plus de 50 caractères? Non? Bref. Allez. Ici, donc, on va se baser sur la longueur. C'est mieux, d'accord? Mais du coup,
Comment est-ce qu'on fait pour ajouter dynamiquement la bordure rouge? Point style, point CSS, style, il y a une fonction style en jQuery? Point warning? Alors, point CSS, et tu aurais fait quoi? Le this ici fait référence à quoi? Ah ben non. Tu es dans quel sélecteur là? Ça fait référence au formulaire. Alors, on va faire nom.add classe. Et quelle est la classe qu'on veut ajouter? Si jamais ce que l'utilisateur, le nombre de caractères que l'utilisateur a saisi est égal à 0, à ce moment-là, je rajoute sur le nom la classe isInvalide. De ce fait, si je réessaye, je fais envoyer ma demande et là, pouf, belle petite bordure rouge. Vous avez vu? C'est cool, non? Mais non, Coco, on l'a fait ici. Bonjour, ça va? Tu es avec nous cet après-midi? Vas-y. Forme contrôle. Oui. 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 Non. Oui. 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 Ça va être pratique pour regarder la vidéo. Donc du coup, je vais reprendre quand même, pour ceux qui vont regarder après. Donc du coup, la classe isInvalide n'est pas propre à jQuery ou à JavaScript, c'est une classe Bootstrap, d'accord? Si vous n'utilisiez pas Bootstrap, non, mais à vous de l'écrire vous-même. C'est juste un border, hein. Donc c'est soit vous faites un CSS border, bon, sûrement, j'en sais rien, non, c'est un border normal, je crois. Mais dans tous les cas, tu fais ta bordure. Et puis, si c'était en JavaScript, vous auriez simplement, au pire, fait un add attributes, puis vous ajoutez un attribut class add. Ben, Bootstrap, c'est quoi? C'est du CSS. C'est juste une classe, quoi. Donc, oui, on peut mettre du Bootstrap dans du jQuery ou du JavaScript. De la même façon que tu peux mettre du CSS ou de l'HTML. Mais vous n'êtes qu'au début de vos surprises. J'ai encore des petites choses croustillantes à vous montrer. Enfin, si vous avez encore faim, bien sûr. Vas-y. Le isInvalide, dans l'approche BEM, on pourrait dire que isInvalide est une sorte de modifier, oui. D'accord, mais Bootstrap n'utilise pas ce principe, hein. Bootstrap est plutôt orienté objet CSS. Ok. Alors, donc, isInvalide, par contre, je ne sais pas pour vous, mais juste mettre un champ rouge comme ça, enfin bon, c'est pas très parlant, quoi. Ce serait mieux de mettre un petit message, je sais pas, attention, n'oubliez pas de saisir. Qu'est-ce que vous en dites? Non, allez, bon ben. Vous devez saisir votre nom, par exemple, comme dit Christopher. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais basculer, enfin, je suis déjà dedans. Je vais juste remonter, et au niveau du champ nom, regardez ce que je vais faire. Attentifs ensemble. Regardez, je vais faire une classe que je vais appeler invalide-feedback.
C'est une nouvelle classe qui est apparue dans Bootstrap 4, d'accord? Puisque vous aviez aussi une équivalence en Bootstrap 3, d'accord, mais qui s'appelle différemment. Mais c'était à vous de contrôler quand elle apparaît et quand elle n'apparaît pas. Depuis Bootstrap 4, c'est automatisé. Vous n'avez rien à faire. Regardez, vous devez, je vais mettre ce que Christopher a dit, saisir, où tu lui dis et connard, virgule, n'oublie pas ce champ. Aussi, ça fonctionne très bien. Vous devez saisir votre nom. Maintenant, regardez, j'actualise. Et si, vous avez vu qu'il n'y a rien qui apparaît. Mais si je fais envoyer ma demande, wouh, vous devez saisir votre nom, ça apparaît tout seul. Et c'est déjà en rouge et c'est automatiquement positionné. Parce que c'est une classe déjà prête à l'emploi sur laquelle vous avez, regardez, un simple display block. Parce que par défaut, regardez, il y a un display none, d'accord? Et lorsque le form control est là et que le form control a la classe is invalid, alors à ce moment-là, le is invalid feedback passe en display block. D'accord? C'est juste pour vous montrer que derrière, c'est juste du CSS qui a déjà été fourni, c'est prêt à l'emploi. Dès que vous le mettez, Bootstrap le fait apparaître. Mais ça, avant, c'était à vous de le faire en jQuery. Maintenant, vous n'avez plus à le faire. Du coup, c'est pratique. D'accord? Donc, hop, pardon. Du coup, oui. Tu peux l'écrire en russe, ton message ici. Oui, par contre, les classes, ça reste des classes Bootstrap. Allez, je vous laisse prendre ça déjà, le invalid feedback. D'ailleurs, vous pouvez le rajouter pour toutes les... Oui. Ouais, pour tous les... Attention, c'est bien dans le form groupe. Hein. Oh, sûrement, mais je veux dire, il faut que ce soit à l'intérieur. Voilà, il ne faut pas que ce soit en dehors, quoi. Ou peut-être que ça marcherait en dehors, cela dit. Je n'ai pas testé. Je fais une petite parenthèse. Wouh! Je fais une petite parenthèse pour vous montrer quelque chose. Maintenant que vous devenez grand, d'accord, que vous arrivez à l'âge adulte en JavaScript, je peux maintenant vous montrer certaines petites choses. Notamment, regardez. Vous savez que dans votre console, vous avez votre inspecteur. D'accord, donc vous avez votre console, vous avez votre inspecteur pour les éléments et le CSS. D'accord? Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir, au niveau de votre code, mettre en place ce qu'on appelle des breakpoints. En fait, ce qui est intéressant avec les breakpoints, c'est que ça vous permet de débugger facilement votre code et de savoir ce qui se passe à un moment donné de l'exécution de votre script. Les breakpoints, c'est très simple. Si je veux savoir, par exemple, ce qui se passe juste avant que ma condition ne s'applique, vous savez, des fois, on a des erreurs, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, etc. Plutôt que de faire plein de console.log, je peux juste mettre un breakpoint ici. Il suffit juste de cliquer sur le numéro, il apparaît là. Et donc, à un moment donné, lorsque ton code va s'exécuter, hop, tu vois, ton site va se mettre en pause. Et ici, tu vois toutes les attributions qui se sont faites. Par exemple, ici, tu vois que le E a récupéré un événement de type submit. Ensuite, tu vois que le nom, le prénom, l'email, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, un tableau de input.
Et donc, tu as aussi ici un récapitulatif dans local. On voit que le this, c'est le formulaire de contact. Et donc, tu vois les valeurs que chaque élément a pris. Tu vois? Et donc, tu sais que, par exemple, pour ton nom, voilà, c'est le input. Et tu peux savoir sa valeur, il suffit. Et si j'avais fait nom.val, ça m'aurait affiché la valeur qui a été saisie ici dans le nom. D'accord? C'est très simple. Tu mets juste un breakpoint ici. Ouais, c'est du débugage. Ça te permet de savoir ce qui se passe dans ton code et ils sont forts. Ils sont forts. D'accord? Et puis après, vous continuez juste votre code. D'accord? C'est aussi simple que ça. Le code de quoi? Alors, pour le prénom, on peut faire pareil. Ah oui, bien sûr. Tu as tout à fait le droit. Bon, mais pour le mail, est-ce qu'on peut faire pareil? Pourquoi? Christopher. Vas-y plus fort, Hachimia. C'est ça. Là, le problème, c'est qu'il nous faut vérifier le format du mail. Est-ce qu'il y a un arrobase? Est-ce qu'il y a bien après le arrobase quelque chose avec un point et ensuite derrière un nom de domaine? Comment est-ce qu'on peut vérifier le format d'une chaîne de caractères en JavaScript? En utilisant une regex. Exactement. C'est quoi une regex? Les expressions régulières. Alors effectivement, les regex, vous allez les aborder surtout en PHP. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est maintenant. Ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, on peut comprendre ce que c'est et à quoi ça sert. Le but d'une regex, ou regex, on peut comme vous voulez, ça va être de vous permettre de vérifier qu'une chaîne de caractères respecte bien un certain nombre de choses, notamment un format, etc., etc. Je viens de vous mettre sur Share My Code Hugo 2 un exemple de regex qui permet de valider le format d'un email. On peut regarder ensemble. C'est Share My Code Hugo 2. Alors, cette jolie petite regex, on va la placer tout en haut. Et on va regarder un petit peu ensemble à quoi ça correspond. Vous avez des outils en ligne qui vous aident à comprendre ce genre d'expression régulière. Oh, tu tapes validate regex, tu tournes tout de suite dessus. Bon, alors moi je ne suis pas spécialiste des regex. Hein. Il y en a qui sont vraiment complexes, il y en a d'autres qui sont assez simples. Mais il vous suffit de taper sur internet regex et ce que vous voulez et automatiquement vous allez trouver des exemples qui correspondent. D'accord? Alors, ici vous avez votre expression régulière. D'ailleurs, j'aurais pu l'appeler regex pour que ce soit plus clair.
Alors, vous regardez avec moi. On a une fonction qui s'appelle validate email, d'accord, et qui prend en paramètre un email. Donc, je fournis à la fonction un email, et ensuite, regardez, ici, j'ai ma regex, qui est donc en fait le format attendu, et je vais tester auprès de cette regex si mon email correspond au format attendu. La fonction test va nous retourner par défaut un booléen. Vous le voyez, 2 points booléan. Ça va retourner un booléen, donc ça va retourner oui, mon email est valide, true, ou false, non, mon email n'est pas valide. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, en fait, pour valider mon email ici, ça sera pas ça, mais ce sera plutôt si validate email de email.val. Mais alors, attention. Je laisse passer pour vous faciliter la lecture. C'est si mon email n'est pas valide, donc est différent de true. Point d'exclamation. Donc, si mon email n'est pas valide, à ce moment-là, je rajoute la classe isInvalid. Du coup, si je teste et que je regarde ce que ça donne, alors, là, ça m'affiche bien en rouge. Si je saisis un email, mais que j'oublie, par exemple, derrière de mettre le nom de domaine, ça me dit toujours que c'est invalide. Mais si je respecte bien le format, ah bon, vous ne verrez pas, on n'a pas annulé, c'est vrai, j'ai oublié. Bref, ça détecte bien que le champ est invalide. Je vais juste rajouter le invalide feedback. Vous devez saisir votre email et vous devez saisir votre téléphone. Comme ça, c'est déjà fait. Donc ça, c'est pour la validation de l'email. Vous avez des questions? Notamment, mais c'est la totalité du format qui est vérifié. Hein. Ah ben non, ça ne validera pas. Ah ben oui, ça ne doit pas valider. Mais vous n'allez pas comprendre une regex, c'est un cours à part et ça prend du temps. Donc, c'est pas maintenant que vous allez comprendre le fonctionnement d'une regex. Chaque truc, c'est un format particulier. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, ce que je veux que vous compreniez, c'est que grâce au regex, vous pouvez valider le format des chaînes de caractères. D'accord? Et que donc, il suffit de rechercher sur Internet une regex que vous souhaitez utiliser. Et à partir de là, vous pouvez l'utiliser grâce à la fonction test. Et la fonction test permet simplement de tester si oui ou non le format est bien respecté. D'accord? Là, par exemple, ici, c'est la regex que vous utilisez pour l'email. D'accord? Donc, en fait, il fait un certain nombre de vérifications assez complexes pour s'assurer que... Voilà, exactement, avec les points, avec le arrobas. Ensuite, ça vérifie par rapport aux chiffres, etc. etc. C'est divisé en plusieurs groupes. Il y en a qui sont beaucoup plus simples hein, pour valider. Celle-là est un peu complexe. Et en fait, ce site qui s'appelle RegExpert vous permet d'avoir un aperçu visuel pour mieux comprendre ce qui se passe dans... Ouais, exactement. Mais je vous ai mis une deuxième regex qui est celle qui permet de valider. Alors celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Bon, clairement,
Ouais, alors clairement, celle-là, on voit comment elle est beaucoup plus simple, hein. Là, on n'est clairement pas dans des trucs de folie, hein. Donc, ça permet simplement de valider un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone français, hein, je précise. Oui, exactement, ouais. Là, j'exige que ce soit un numéro de téléphone français. Fuck les étrangers. Fuck les migrants. Ouais, ouais, là, c'est... Non, c'est parce que je fais passer mes opinions politiques en même temps. Qu'est-ce que tu dis, Momo? Oh, bah tout en haut, je l'ai placé tout en haut. Ah, if validate email. Je vous laisse prendre. Mais j'ai rajouté, donc, ici, voilà. Je t'ai pas entendu. Est-ce que tu veux bien reprendre, Padawan? Ah oui, rajoute-les. Ah, mais tu l'as dans l'évaluation, rajoute-le, hein, bien sûr. Maintenant, c'est charge à vous de vous faire un cours sur Open Classroom, il y a un cours sur les regex. Charge à vous de prendre le temps et de le faire tranquillement. Normalement en PHP. Mais regex, c'est un cours à part entière, quoi. Tu vois, pour faire des tests, pour les essayer, pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, je précise que les regex ou les expressions régulières ne sont pas spécifiques à JavaScript, hein. Vous en avez voilà, dans les autres langages. Ben, PHP, vous allez en faire. Validation du champ téléphone. Donc, if not validate tel, et ça fait un tel.val, et ça fait un tel.addClass. Alors, je vous laisse prendre ça. Faut remonter. Mais non, je l'ai mise sur... Non, mais sur Hugo 2, j'ai mis la deuxième regex. Non, c'est abusé, là. Non, non, c'est abusé. J'ai mis le deuxième code. J'ai mis la deuxième regex sur Hugo 2 et la deuxième fonction vient juste après la première fonction. Bah, prends ton temps pour réfléchir. Mélodie, je t'écoute. Où est-ce donc? Oh, c'est que je l'ai fait en fonction fléchée. Mais ne te laisse pas... Ne te laisse pas abuser, hein. J'avais même pas vu. La même chose. Tu n'étais pas là. Mais si, tu étais là. Si, tu étais là. Je vous ai expliqué les fonctions fléchées qui est une nouvelle notation ECMA 6 pour écrire les fonctions plus rapidement. Tu étais là. Voilà. Et on l'avait déjà fait avec les flemmards, voilà. Bien, alors j'ai une question pour un joker. C'est ça. J'ai un joker à vous faire gagner pour une réponse. Sachant que l'évaluation, c'est après-demain, c'est ça? Ouais, après-demain donc. Vendredi. On est mercredi. Ah non, mais on est mardi. Ah oui, on a encore... Ah ouais, oh là là, dans ma tête, on était déjà jeudi. Bon. Ah ouais, non, je pensais qu'on était mercredi. Bon, alors du coup, pour après-demain.
Donc on dit le surlendemain. Bon, pour le surlendemain. Alors, soyez attentifs. Hein. Il y a un joker à gagner et ce serait bien que vous le gagnez. Quand je suis ici, quand j'ai validé tous mes champs, donc je regarde. Ok, tout est en rouge, tout est parfait. Bon. Quand je suis ici, c'est-à-dire que la validation de mes champs est terminée. Je cherche comment poser la question, ouais. Comment je fais pour savoir s'il y a des erreurs dans ma page? Quand je suis ici, là, comment je fais pour savoir si j'ai des erreurs de validation? Des erreurs de validation. Non. 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 Oui. Non. Qu'est-ce que tu disais, Malika? C'est-à-dire? Non. Il y a un joker à gagner. Comment je fais ici à la ligne 150 pour savoir si oui ou non mes champs sont valides? Ou si j'ai un champ qui n'est pas valide ou si, enfin, si c'est valide quoi. Attends, garde ton idée. Non. Alors, vas-y, dis-moi ça bien fort. Attends, on écoute Temirlan. Félicitations, tu viens de gagner. Bravo, félicitations. Je reprends ce qu'il a dit. Franchement, vous pouvez l'applaudir. Effectivement, c'est bien trouvé. Il suffit simplement d'aller vérifier dans votre HTML s'il y a des éléments qui portent la classe isInvalide. Pour vérifier si oui ou non il y a des erreurs dans la page. Ah oui, s'il n'y a pas de champ de classe ou d'éléments qui portent la classe isInvalide, ça veut dire que les champs sont valides. Du coup, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. Regardez, if this point, regarde ça, Lassad, c'est magnifique. Find, ça vous rappelle quelque chose? Point is invalide. Donc, je lui demande de rechercher les classes isInvalide dans mon formulaire. Mais, vu que find, ça me retourne quoi comme type d'élément? Un tableau. Point length est strictement égal à 0. Alors, ça veut dire quoi? Exactement. Regardez, attendez avant de prendre. Regardez avec moi. Regardez comment c'est magnifique. Je vous fais un truc de toute beauté. Regardez, à ce moment-là, je fais un this.replace with. Et regardez, là, je vais faire quelque chose d'intéressant. Je vais faire les guillemets inversés. Regardez, en temps normal, lorsque vous faites des guillemets simples, c'est très sérieux. Lorsque je fais des guillemets simples, je ne peux pas écrire sur plusieurs lignes, c'est pas possible. D'accord? Ça va me générer des erreurs. Vous voyez, il me le met en rouge. Lorsque en JavaScript, vous souhaitez écrire sur plusieurs lignes, vous utilisez les guillemets inversés. Alt, GR, 7, 2 fois. Là, je peux écrire sur plusieurs lignes. Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire une div
classe alerte et on va mettre même une alerte-success. Vous connaissez les principes des alertes Bootstrap? Vous allez voir. Success, c'est que c'est vert. Et je vais écrire à l'intérieur, votre contact a bien été transmis. Point d'exclamation. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Attendez. Mais sinon, else, ça veut dire que quoi? Il y a eu des problèmes au niveau de la validation, n'est-ce pas? Je veux faire un this point. Comment est-ce que je peux placer du contenu au début de mon formulaire? Prepend. J'ouvre à nouveau mes guillemets inversés. Et là, je vais mettre cette fois-ci non plus une alerte success, mais une alerte. On va mettre danger plutôt. Danger, c'est warning, c'est jaune, danger, c'est rouge. Et on va lui mettre nous n'avons pas été en mesure de valider votre contact. Vérifiez ou veuillez vérifier vos informations. Et que ça saute. Regardons maintenant à nouveau. Alors, je ne saisis rien, je fais envoyer ma demande et là, pouf, regardez, nous n'avons pas été en mesure. Vous pouvez même rajouter une petite émoticône font awesome. Voilà. OK? Du coup, je remplis mon formulaire méticuleusement, je fais envoyer et oups. Et oups. Ah ben mince alors, et en plus, ça se duplique. Tu penses? On va vérifier. Allez, je fais envoyer et non. Oups. Non. Tu penses? C'est peut-être le cache. Par contre, ça ne me dit pas pourquoi est-ce que mes données ont été dupliquées. Oui, le cache n'avait pas été vidé. Et là, regardez, votre contact a bien été tenu, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Par contre, ça ne me dit pas pourquoi, quand j'ai une erreur, et ouais, ça le duplique. Ça ne va clairement pas le faire. C'est dû à quoi, ça? Non. Mais pourquoi? En fait, ici, dans le code, on a fait un prepend. Donc, chaque fois que je valide mon submit, il rentre dans la condition else et il refait un prepend à chaque fois. En fait, quand vous mettez certaines erreurs, il vous faut penser à les réinitialiser avant. Par exemple, ici, on met la réinitialisation des erreurs. Et en fait, comment est-ce qu'on va faire pour supprimer l'alerte? En fait, je vais juste cibler dans mon formulaire contact tous les alertes danger. Et je vais juste faire effectivement un remove. Le fait de le supprimer juste avant, chaque fois que je réinitialise le formulaire, ça supprime toutes les erreurs. Et du coup, voilà, ça ne se reproduira pas. Je peux ensuite remplir mon formulaire et envoyer ma demande. Je crois qu'il... Non, je pense que c'est le format du téléphone. Ou c'est peut-être le cache. Ouais, effectivement. Le cache? Ben, en vidant. Voilà. Alors, vous avez compris le principe du comptage des éléments?
C'est intéressant, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse prendre ça. Et je vous remets la réinitialisation après, ouais. Contrôle Maj R. Non, mais ton utilisateur, il ne va pas modifier ton JavaScript toutes les 2 minutes. C'est parce que j'avais déjà fait des modifications avant que Google l'a gardé dans le cache. J'ai dû faire une fausse manip. Attends. Oui, tu pourrais le faire. Oui, mais en fait, quand c'est valide, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles dans mon dos? C'est-à-dire? Ah bon? Tu veux que je vienne te voir? Allez, je vous laisse prendre ça. Et ensuite, j'ai un dernier truc à vous montrer. Pour terminer, juste pour terminer sur cette correction, pour qu'elle soit complète, vous avez la possibilité aussi de rajouter un else et du coup de mettre la classe isValid. Non? Pourquoi? On va regarder. Alors du coup, hop, tout est rouge. Je saisis mon nom. Je revalide. Ah bah tiens, pourquoi ça reste rouge? Oui, c'est vrai, effectivement, tu as raison. J'ai pas fait le remove class. Il faut aussi rajouter le remove class au niveau de la réinitialisation. Hop. Au moment où tu réinitialises toutes tes erreurs, il faut toutes les réinitialiser, c'est-à-dire retirer toutes les classes isInvalid. Parce qu'en fait, d'abord, tu retires toutes les erreurs comme je vous expliquais, donc y compris la classe isInvalid, et d'ailleurs même la classe isValid, et ensuite tu recheck à nouveau chacune une par une. Mais il faut toutes les retirer. Du coup, à nouveau, dans ton JS Contact, tu dois cibler les isValid, mais aussi les isInvalid. Par contre, c'est pas un remove, hein. C'est un remove class. Parce que c'est la classe qu'on retire. Et non pas remove, puisque le remove supprime l'élément. Donc je reprends. Chaque fois que je soumets mon formulaire, je réinitialise, donc je bloque la redirection, puis je réinitialise les erreurs. Je retire toutes les erreurs. Et ensuite, je revérifie à nouveau. Et s'il y a des erreurs, à ce moment-là, ça reviendra. D'accord? J'avais oublié la réinitialisation. Du coup, là maintenant, c'est parfait. Donc, au départ, tout est faux. Mais si je saisis mon nom et que j'envoie ma demande, oups, oups, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait un remove? Ah oui, c'est vrai, pardon. Il faut lui dire quelle est la classe à retirer. C'est de ma faute. isValid. Ouais, sinon ça retire toutes les classes. C'est bien vu, Alexis. Comme quoi tu sers à quelque chose. Bon, je sais pas si tu as vraiment besoin de ça. 2 minutes. Il y a la SAD qui pose une question. Vas-y, pose-la bien fort.
Eh bien, parce qu'en fait, ici, je cible avec mon sélecteur toutes les classes is invalide ou is valide du formulaire. Et ensuite, je les supprime. Parce que alerte danger, je le supprime. C'est pas une classe. Alors que le remove class tout court supprime toutes les classes, comme a dit Alexis. Alors que c'est pas ce que je souhaite faire. Il a aussi supprimé la classe form control. C'est pour ça que le formulaire ouais, avait plus de tête. Le form control, ça permet de donner un style bootstrap à ton formulaire, oui. Allez, on y va, c'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'envoie ma demande. Hop, ça y est, c'est bon. Je saisis mon prénom, mais oups, dans mon email, je me trompe. Tout est bon, sauf du coup mon email. Mais finalement, je corrige mon erreur. Et là, d'accord? Allez, je vous laisse prendre la réinitialisation des erreurs et on se fait un petit récapitulatif. Du coup, si je devais récapituler, donc, lorsque vous allez devoir valider vos champs avec Bootstrap, vous avez déjà des classes qui existent pour faire un certain nombre de choses. Is valide, is invalide notamment. Ici, ce sont des regex que vous pouvez utiliser. Vous en trouverez plein sur Internet, d'accord, en faisant une petite recherche sur Google. Bon, la première chose que je fais, j'écoute la soumission du formulaire. Je n'oublie pas de passer mon événement en paramètre. Grâce à cet événement petit e, je peux stopper la redirection de ma page. Ne me mettez pas ici event et puis vous me mettez après e en bas. Ça ne marchera pas. Ça doit porter le même nom en haut et en bas. Ensuite, je réinitialise toutes mes erreurs. L'idée étant de tout mettre à zéro. Je pars toujours du principe que l'utilisateur fait bien les choses. Donc, il ne se trompe pas. Je supprime toutes les erreurs et ensuite, je revérifie les champs un par un. Si jamais il y a encore une erreur, elle réapparaîtra parce que la condition va à nouveau se faire. Ensuite, du coup, je peux, mais ce n'est pas obligatoire, vérifier si je retrouve encore des traces de classe is invalide dans mon formulaire. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, vous avez vu, j'ai fait un replace with. Je lui dis félicitations. Sinon, alerte danger. Vous avez remarqué comment j'ai carrément mis la structure HTML dans le replace with? Je ne me suis même pas embêté. Vous avez vu? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il est sur Share My Code Lassad. Mais oui, mais si tu vas sur Share My Code Lassad, tu auras aussi la dernière phrase. Mais je la mets 3 secondes. Quelle dernière phrase? D'accord? Est-ce que vous avez bien compris cette partie vérification, validation des formulaires? Malika? Oui? Sûr? Ne me faites pas honte à l'évaluation. Hachimia, c'est bon? Bon, de toute façon, on va se faire maintenant un autre exercice qui va permettre de remettre en pratique cette partie validation de formulaire. Olivier, c'est bon? Mélodie? Parce que tu n'étais pas là hier, donc... Le $10, c'est simplement ton contact, ton formulaire de contact. Comme tu es situé à l'intérieur, voilà, comme il est dedans, il fait référence tout simplement. Ça m'évite de retaper dièse, 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 dièse. Non, c'est du JavaScript. Tu peux, mais tu peux aussi faire comme ça. Non, c'est plus simple. C'est plus rapide. Ça dépend du contexte.
Ça dépend de ce que tu fais. On reverra. Vincent, c'est bon pour la validation de formulaire? Je veux dire, d'accord. Temirlan? Ouais. Nicolas, je te demande pas. Bon. Ossine, je pense que ça va. Ouais. Nicolas, est-ce que tu peux venir m'aider? Tu sais, j'ai un bug dans mon code, je trouve pas. Jésus, c'est bon? Ouais. Bon, Christopher, je lui demande pas, il risque de me faire un long discours. Alexis? Alexis, bonjour. Alexis, il fait quoi? Il fait Snapchat, il est sur Netflix? Il fait quoi? Ah ouais, ouais. Tu vois, là, il s'est pris un flagrant délit. C'est bon pour la validation de formulaire? Bon, la pause. Vous voulez pas prendre ma place non plus? En fait, peut-être que vous avez cru que c'était l'émission Tout le monde veut prendre sa place ou. Je vais resserrer un peu la vis là. Hein. Non, non, on prend pas de pause, on continue pour la peine. Bien. Alors, je vais arrêter là l'enregistrement, d'accord? Comme ça, je vais pouvoir commencer l'encodage. Et donc, je vous donne l'exercice suivant. Alors, c'est un exercice assez complexe, vous allez voir. Il permet de bien travailler la validation de formulaire et de mettre en pratique tout ce que vous avez appris depuis le début en JavaScript et en jQuery. Du coup, c'est très intéressant. Et Lassad, toi qui aimes les exemples concrets, là, tu seras servi. Mais tu seras bien servi. Tu vois, comme pas en gastronomique. Hein. C'est dans un bon vieux resto marocain, tunisien, comme tu es bien servi. Allez, quant à nous, on se retrouve demain pour la suite de notre programme.